Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que la session a démarré. Je me tourne vers la régie pour qu'elle me dise OK. Bonjour, bonjour. Donc, heureux de vous accueillir, les participants des JEA, à ce débat sur quel avenir pour la mutualité dans le cadre des journées de l'économie autrement, dont on a vu l'affiche s'afficher, c'est le cas de le dire, au début de notre session. Alors, en démarrant cette séquence, cette table ronde, je ne peux pas le faire sans me souvenir, enfin avec une émotion, et me souvenir de Philippe Frémaux, qui est à l'origine de ces journées de l'économie autrement, qui était aussi mon ami, qui nous a quittés cet été, et qui est aussi qui a créé avec moi l'Institut pour le développement de la formation économique et sociale que je préside et dont il était le délégué général. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que l'IDIES, qui est co-organisateur des JEA, c'est à ce titre-là, entre autres, que j'anime cette session. Faisant référence à Philippe, je voudrais citer une phrase qui peut être une introduction de notre session. Alors, il parlait de l'économie sociale et solidaire en général, mais on voit bien que quand il a écrit ça, il pensait notamment à la mutualité. Dans un ouvrage qu'il a écrit en 2011, La Nouvelle Alternative, enquête sur l'économie sociale et solidaire, et qui, je l'ai relu tout à l'heure, n'a rien perdu de son actualité. Quelle place occupera-t-elle dans la protection sociale de demain? Sera-t-elle encore cet aiguillon qui pousse l'action publique à se développer au bénéfice de tous, ou va-t-elle se contenter de gérer des services? Et sous couvert de modernité, offrir une alternative libérale à un État-providence en repli. Voilà, on voit bien, Philippe avait, vis-à-vis de l'économie sociale en général et de la mutualité en particulier, un regard qui était à la fois bienveillant et exigeant. C'est celui aussi que je vais essayer d'avoir dans son prolongement, en animant ce débat. Bienveillant parce que je suis aussi partie prenante du mouvement mutualiste. J'ai dirigé la mutualité française et la mutualité fonction publique. Et exigeant parce que les questions qu'on va se poser, que je vais poser à mes deux interlocuteurs, ne sont pas des questions brossard-luire. Ce sont des questions pour savoir comment la mutualité se positionne par rapport à de grands enjeux auxquels elle est confrontée, mais nous tous sommes confrontés. Alors, mes deux interlocuteurs alors il y en a une qui est en train d'essayer de se connecter, donc je la présenterai quand elle sera revenue à l'écran. Donc je vais commencer par Gaby Bonan, donc je salue, et qui était, je l'ai connue à ce titre d'ailleurs, était responsable protection sociale de la CFDT, mais a aussi est toujours d'ailleurs administrateur d'une grande mutuelle qui est Harmonie Mutualité, et qui est un grand militant aussi du social, y compris du social de proximité. Je pense notamment dans la présidence qu'il assure du centre social de son quartier. Et qui a écrit, il y a l'année dernière, je crois, avec Étienne Cagnard, qui est l'ancien président de la mutualité française, « Santé, je veux qu'on m'écoute ». Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais je le montre à l'écran. Et je pense que tout le monde, tous les lecteurs pourront en tirer de bonnes idées. C'est les questions santé présentées du point de vue des usagers de la santé, du point de vue des citoyens que nous sommes. Et puis alors Dominique Joseph, dont j'espère qu'elle va nous rejoindre incessamment. Je me tourne vers Anne Boulin qui assure la régie dans l'ombre de cette session. Ah, je crois que Dominique… Non, Dominique… Ah non, voilà. C'est moi. Et effectivement, ouais. Elle n'arrive pas à se connecter. Donc, j'essaie de l'aider à distance et j'espère qu'elle va pouvoir arriver. Bon, désolée. C'est l'occasion de saluer Anne Boulin, sans qui je n'aurais pas été capable d'organiser cette table ronde et qui va m'aider dans le déroulement. J'espère. Merci Anne. Et donc, Dominique Joseph, qui a un long passé mutualiste et qui est actuellement secrétaire général de la mutualité française, c'est-à-dire
en quelque sorte, qui vient de nous rejoindre. Donc, bonjour Dominique. Bonjour, qui, je crois, a le son mais pas l'image. Voilà, je vais rester avec uniquement le son parce que je crois qu'il y a un petit problème de connexion caméra. Voilà. On aura au moins le bénéfice de ta voix, mais on n'aura pas le plaisir de te voir. Donc Dominique est secrétaire général de la Mutualité française. Alors j'espère, ça va peut-être tenir. C'est mieux avec l'image et ton sourire. Secrétaire générale de la Mutualité française, qui est aussi présidente du groupe Mutualité au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Madame la Présidente. Mais qui est, elle m'a dit d'insister là-dessus, c'est peut-être la fonction dont elle est la plus fière, présidente de MUT-L, qui est un groupement des femmes en mutualité. Voilà. Donc, le sujet est vaste, donc on a choisi de le traiter autour de 4 questions qui seront suivies d'une conclusion. Donc on a 1h15 maximum, on a déjà commencé à entamer cette 1h15, donc ça fait un quart d'heure par question, et puis on conclura sur un point de vue de chacun des 2 intervenants. Alors je le dis parce que je vais vous demander de réagir sur chacune des questions, et de façon à ce que ça soit plus facile pour Anne et moi d'organiser le questionnement. Donc la première question, c'est autour de la complémentaire santé, je vais y revenir en la posant tout à l'heure. La deuxième question, c'est autour des services de soins et des services d'accompagnement, ceux qui connaissent le code de la mutualité, ce qu'on appelle le livre 3. La troisième question, c'est autour des autres domaines de la protection sociale. Ça rejoint d'ailleurs la citation de Philippe Frémaux tout à l'heure. Et la quatrième question, c'est autour des domaines dans lesquels la mutualité pourrait s'investir, des domaines nouveaux dans lesquels la mutualité pourrait s'investir au-delà de la protection sociale, de la santé et de la complémentaire santé. Et puis, ça sera suivi, je le disais, d'une brève conclusion qui sera assurée, non pas par moi, je me contenterai de clore le débat, mais par chacun des deux intervenants. Voilà, pendant qu'on a démarré, on a lancé un sondage qui correspond à la première question que je vais poser et sur lequel vous pouvez vous positionner, et on en donnera les résultats juste avant la conclusion. Même si ce n'est pas le sujet de la conclusion, ça permettra d'éclairer aussi la conclusion. C'est sur la première question qui est autour de la capacité aujourd'hui, la mutualité aujourd'hui, son rôle principal, elle est surtout connue autour de ça, c'est son rôle de complémentaire de la sécurité sociale. Sur ce sujet-là, la mutualité est confrontée à un grand risque de banalisation, c'est la question qui est posée, et puis aussi de jouer le rôle des supplétifs, si j'ose dire, de la sécurité sociale. On l'a vu, par exemple, c'était un des risques évoqués au congrès de la mutualité, au dernier congrès de la mutualité, en 2017, c'était celui lié au 100% santé, mais c'est aussi des sujets qui pourraient revenir si jamais la question du bouclier sanitaire qui avait été proposé par Martin Hirsch revenait au devant de la scène. Et de façon générale, c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise en charge des soins s'est assurée principalement par la sécurité sociale et subsidiairement par la mutualité. Alors qu'il y a eu des initiatives, il y a eu l'assurance maladie dans les entreprises qui a été rendue en quelque sorte obligatoire. Voilà, alors sur cette question générale du positionnement de la complémentaire santé par rapport à la sécurité sociale et par rapport aux autres acteurs de la complémentaire santé, je vous demande à l'un et à l'autre, Dominique et Gaby, de donner en 3 ou 4 minutes votre point de vue, votre sentiment. Forcément, c'est un peu frustrant, mais je crois qu'il faut que ça soit dynamique. Et puis, on essaiera de reprendre les questions qui peuvent se poser dans le public autour de cette question qui est une question quotidienne pour chacun d'entre nous. Je donne la parole en premier à Dominique. Très bien. Mais si Gaby en est d'accord, Daniel, je veux bien, pas de problème, Dominique. Commencer à apporter un petit peu une réponse à la question que tu formules. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne sur le sujet que c'est le marquage ces dernières années. Ça fait maintenant plus d'une bonne dizaine d'années par une forme d'uniformisation.
qui est notamment dû, et je pense qu'il faut qu'on le rappelle, aux réformes qui ont été initiées. Alors, dans les réformes, il y a eu un premier pas avec les contrats responsables. Il y a eu aussi, mais ça c'est la dernière que tu citais, celle du 100% santé. Alors moi, je préfère parler, nous, on préfère parler du reste à charge zéro dans certains domaines parce que objectivement, on n'est pas du 100% santé dans tout pour les assurés sociaux adhérents d'une mutuelle, voire d'une complémentaire, à ce niveau-là de prise en charge. Et tout cela, ça standardise les garanties. Alors, il y a eu aussi, tu l'as cité, l'ANI. Alors, je ne vais pas revenir sur le bien fondé de l'ANI, mais néanmoins, il y a eu en sous-jacent une forme de volonté à réguler, à réglementer la complémentaire santé en général. Et de fait, les mutualistes que je représente et la mutualiste que je suis, eh bien, elle entend souvent parler de banalisation et d'une uniformisation, puisque c'est le mot que j'ai employé, mais c'est surtout le terme de banalisation. Alors, moi, je rappelle quand même, c'est sûr qu'il y a banalisation, on ne peut pas la nier, mais elle est quand même, sans les complémentaires santé et les mutuelles en particulier, l'accès aux soins et l'accès aux droits serait en régression. D'ailleurs, je ne veux pas trop déborder, mais les effets de la crise actuelle sont réels dans ce domaine et on voit bien que dans les populations les plus fragilisées, la crise est venue accentuer ce recul de l'accès aux droits et on sait combien dans nos agences, dans les liens que l'on a avec les caisses primaires d'assurance maladie au niveau local, eh bien, les mutuelles sont des actrices de l'accès aux droits. Alors, ça, je pense que c'est le tableau. Alors, il peut sembler très négatif. On peut s'interroger sur notre avenir, mais on a quand même dans ce panorama, oui, on est sûrement banalisé, mais on a quand même notre expertise. Et moi, je tiens à le rappeler ici. Parce que c'est une expertise en complémentaire santé, puisque là, je vais parler métier. Et l'assurance santé, dans les chiffres d'affaires des mutuelles, c'est quand même plus de 90%. Et donc, cette expertise, elle est reconnue par tous. Alors, c'est parfois paradoxal parce qu'elle est reconnue, mais tout en étant critiquée. Et je parlerai à un moment donné de qui nous critique ou qui ne veut pas reconnaître ou ne veut pas entendre cette expertise santé. Et dans l'expertise, moi je cite, et on a l'habitude de citer, mais c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est celle de la prévention en général et de la prévention dans le monde du travail. On garde un avantage avec notre implantation locale. Alors oui, les mutuelles se regroupent, oui, il y a beaucoup de mutuelles nationales, mais une de leurs forces, c'est quand même les réseaux de militants, les réseaux de délégués. Alors, on ne peut pas le vendre dans un journal télévisé, on ne peut pas le vendre dans des journaux, mais c'est quand même une force pour nous qui est celle d'avoir ces capteurs de besoins au plus près des adhérents, au plus près des territoires. Et puis aussi capteurs avec les liens professionnels que l'on peut connaître. Donc ça, c'est un élément qui, à mon sens et à notre sens, est important et ça nous permet cette proximité, cette démocratie, cette connaissance de la réalité des besoins, et bien d'être en pleine connaissance des réalités de l'offre de soins, de ses manques surtout. Et ça, on est du coup en capacité de répondre à ces manques. Et puis, on a un deuxième volet d'expertise, celui qui est peut-être, mais on en parlera dans la deuxième question que tu as proposée, Daniel, c'est celle de notre gestion de l'offre de soins. On gère 2600 services de soins et d'accompagnement mutualiste. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour faire, je dirais, dans ces services de soins et d'accompagnement mutualiste, ce sont des professionnels de la santé, de tous les domaines de la santé. Pour la plupart, ce sont des salariés de nos structures, mais ces professionnels de santé, ils sont là et ils se mettent au service
des mutuelles, parce qu'il y a un lien très fort entre mutuelles de livre 2, complémentaire santé, et le livre 3, eh bien, leur expertise dans tous les domaines nous aide à faire évoluer les garanties, à en créer des spécifiques, à compléter celles qui sont réglementairement incluses dans les contrats, comme par exemple dans les contrats responsables. Et puis, je citerai un dernier point de notre expertise, c'est celle d'être en capacité à la Fédération de la mutualité française, mais parce que les mutuelles et les groupements nous permettent, elles nous amènent leurs données, nous font remonter leur réalité, c'est celle de sortir ou de publier tous les ans un observatoire des inégalités. Et ces observatoires des inégalités nous ont permis, entre autres, d'être quand même un peu à la base de la réforme du reste à charge zéro, nous permettent de proposer d'avoir fait une plateforme de proposition pour le Ségur de la santé, de pouvoir travailler de façon un petit peu systémique, c'est-à-dire qu'au-delà de la garantie, au-delà du financement, la mutualité a dans son expertise et grâce à son expertise une capacité à faire des propositions de réforme d'organisation des soins. Alors, on ne prétend pas avoir raison tout seul, mais au moins en plaçant notre assuré social adhérent au cœur du parcours, parce que le vrai enjeu demain, ça va être de répondre au parcours de santé, au parcours de soins, et bien de pouvoir apporter cette vision, on va dire, à 360 degrés, comme le dirait le président Thierry Baudet, eh bien de l'adhérent, oui, mais dans ce système, et d'avoir donc une approche systémique. Après, des solutions à proposer. Alors, sur les questions, les enjeux, tu citais bouclier sanitaire, AMO au premier euro, petit risque, gros risque. Bon, ces débats, oui, ils vont revenir sur le devant de la scène. L'assurance maladie obligatoire, nous, on a toujours dit qu'on était des militants de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. On le dit, mais on l'est. Et on est aussi en capacité de dire que on est prêt à relever un défi qui serait celui de ne plus intervenir dans l'assurance complémentaire santé, en termes de santé, des garanties santé. Et on a plein de champs à investir, on y viendra. Mais il faut quand même prendre en compte quels seraient les scénarios de financement complémentaires nécessaires pour que, eh bien, par exemple, une AMO au premier euro ou un vrai 100% santé puisse se développer en France. Voilà, donc c'est des vrais enjeux. On apportera notre pierre dans le débat, mais on essaye et on est prêt, nous, à travailler nos propres scénarios, à les proposer. Pour cela, voilà, c'est notre feuille de route pour fin d'année, début d'année prochaine, mais on sait très bien que au-delà de la complémentaire santé, on a tout un champ qui nous permet d'apporter des réponses. J'ai terminé. Daniel, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Daniel. Merci, Gabi. Donc, je disais, merci Dominique. Tu ouvres des questions qui vont probablement être reprises à l'occasion de la prochaine campagne présidentielle. Je pense que, alors que la présidente, finalement, n'avait que très peu abordé ces sujets que tu viens d'évoquer. Gabi, toi qui as un passé différent de celui de Dominique sur ces questions-là, et bon, c'est des questions auxquelles tu réfléchis aussi depuis longtemps. Et je pense que ça n'est pas trahir un secret que de dire que la CFDT qui a contribué, a été à l'origine de la loi qui a permis l'AMI. Quelle est ta vision de l'articulation demain entre la sécurité sociale et la complémentaire santé? Oui. Alors, oui. Maintenant, c'est toi qu'on n'entend pas. Merci Daniel. Peut-être avant de répondre à la question directe sur cette complémentarité entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance complémentaire, et peut-être en complément aussi de ce que vient de dire Dominique, je crois qu'il est très important, avant d'aborder cette question, de dire quand même quelques mots sur la spécificité du mutualisme.
ne vais pas m'étaler puisque Dominique a largement détaillé les choses, mais les mutuelles ne peuvent pas être résumées à leur rôle de complémentaire santé. Et c'est effectivement, ces dernières années, on a présenté les mutuelles sur ce rôle-là en ignorant que les mutuelles sont d'abord, et Daniel, tu faisais un peu référence à ça dans la lecture que tu donnais de ce que disait Philippe dans son livre, les mutuelles sont des acteurs de la société civile qui agissent dans le domaine de la santé, dont un des métiers est la complémentaire santé. Mais elles font partie d'un grand tout qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, d'abord, le mutualisme, c'est d'abord un mouvement. Ce sont aussi des entreprises, mais ce sont des entreprises à but non lucratif et c'est pas insignifiant. Ça veut dire que l'objectif de l'entreprise n'est pas de rétribuer des actionnaires. Donc, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire aussi que l'objectif de cette entreprise n'est pas de rétribuer des actionnaires, il n'y a pas de dividendes à reverser. C'est également, Dominique l'a dit, un acteur qui est présent dans l'offre de soins, dans l'accompagnement du vieillissement, dans l'accompagnement du handicap, etc. Et ce sont aussi, et moi qui suis non pas administrateur d'Harmonie, comme tu l'as dit Daniel, mais délégué territorial sur un territoire bien précis qui est la Bretagne, l'île-et-Vilaine, ce sont des acteurs, les mutuelles sont des acteurs très présents sur des territoires dans un certain nombre d'actions qui participent à la construction de la solidarité. Et donc, c'est tout ça. Et donc, maintenant, effectivement, une fois qu'on a précisé ça, la question de l'articulation et de son avenir est posée. Alors, moi, j'ai envie de dire, effectivement, on est dans un pays où, depuis l'origine de la sécurité sociale, on a inscrit dans les faits qu'il y avait effectivement deux acteurs du financement, puisque en 1945, à la création de la Sécu, on a laissé un ticket modérateur qui progressivement a été pris en charge par les mutuelles, essentiellement. Effectivement, c'est depuis ces 30 dernières années que d'autres acteurs se sont impliqués dans ce financement, mais effectivement, on a cette spécificité d'avoir un système qui a sur le champ du remboursement et sur les mêmes champs deux acteurs du remboursement. Effectivement, ça peut être questionné. On peut effectivement considérer que cette complémentarité sur les mêmes champs peut entraîner des dysfonctionnements, des lourdeurs, etc. Et moi, il me semble qu'on peut penser l'articulation autrement. Alors, je crois qu'on a besoin d'un socle public fort de solidarité. Et de solidarité nationale, c'est la place du régime obligatoire. Mais quand on interroge les gens, ils sont à la fois demandeurs de ces protections communes à tous et à toutes, protections qui s'appliquent à tous, mais dans le même temps, ils sont aussi en attente de protections qui sont plus spécifiques à leur profession, à leur territoire. On n'a effectivement pas les mêmes besoins en termes de protection, même de la santé, quand on travaille dans un secteur professionnel comme le secteur bancaire ou quand on travaille dans un secteur professionnel comme le secteur du bâtiment. Il y a des spécificités. Et la solidarité nationale, et je m'appuie sur Alain Supiot, qui est un spécialiste un peu de la protection sociale et de l'état social, nous dit que la solidarité nationale, elle n'est pas exclusive. Elle admet en son sein d'autres solidarités intranationales. Et qu'Alain Supiot appelle solidarité civile. Et moi, je pense me semble que les mutuelles doivent être ces lieux où s'organisent ces solidarités civiles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient territoriales, et qui ne viennent pas concurrencer le régime obligatoire, comme le souhaitent certains assureurs, qui veulent faire de ce secteur assurantiel sur l'assurance maladie des espaces de rentabilité. Non. Pour la mutuelle, c'est venir créer des espaces de solidarité en complément des solidarités nationales. Et j'allais dire que, pour terminer, je dirais qu'on pourrait imaginer un avenir possible de la complémentarité qui va avec, dans le prolongement de ce qu'il dit Dominique, mais on peut aller dans un prolongement possible de cette complémentarité en changeant d'approche.
plutôt que d'être dans une approche de complémentarité sur des soins, sur les mêmes champs, on pourrait avoir une approche de complémentarité des solidarités. Dans une société très éclatée, on a à la fois besoin de communs protecteurs, j'allais dire, enfin de protection commune, mais on a besoin aussi de protection plus spécifique à nos réalités. Et vouloir répondre à ces besoins, c'est peut-être un champ pour la mutualité de repenser la complémentarité en termes de complémentarité des solidarités qui ont pour objet de permettre aux individus d'être protégés et de faire société, puisque c'est pas non plus la protection, c'est pas des individus protégés la société, c'est pas des individus protégés qui s'additionnent, c'est aussi des espaces de solidarité qui doivent s'organiser, et l'espace de solidarité nationale ne s'oppose pas à des espaces de solidarité plus infra, qui tiennent compte des réalités professionnelles et géographiques. Et c'est peut-être une manière de mieux concevoir les complémentarités du régime obligatoire et du régime complémentaire, mutualiste. Merci Gabi. Alors, il y a une question d'Henri Nogues que je salue, qu'on reprendra à la fin, parce qu'il parle du bénévolat. Enfin, c'est un point que tu as abordé. Mais je pense que ça va au-delà du premier sujet et qui est extrêmement important. Il y a une autre question de Pierre Alixan qui s'adresse plus à toi, Gabi, je salue aussi Pierre Alixan. Ça fait plaisir de retrouver des amis et des compagnons à l'occasion de cet échange sur le fait que l'ANI, donc la volonté de la CFDT d'obtenir l'ANI et la mise en œuvre des contrats groupes n'a-t-elle pas contribué à la manualisation des mutuelles, avec effectivement le fait que ce ne sont plus des individus qui adhèrent spontanément, mais des groupes de salariés. On ne va pas pouvoir aborder tous les sujets autour de la complémentaire santé parce qu'ils sont immenses, mais je pense que celle-là mérite d'être quand même abordée, et puis on passera ensuite à la deuxième question autour des réalisations sanitaires et sociales, comme on disait autrefois. Alors, il ne m'appartient pas de répondre au nom de la CET, puisque j'ai quitté les responsabilités de la CET depuis 10 ans. Mais tu en es solidaire aussi, quand même. Mais j'en suis totalement solidaire. Et j'en suis adhérent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je crois que, justement, l'ANI, au-delà de son caractère juridique et polémique qui a pu naître à partir de là, je pense qu'il peut être l'expression justement de l'organisation de ces nouvelles solidarités, de ces solidarités professionnelles qui ne doivent pas venir s'opposer à des protections communes. L'ANI, en même temps qu'il donne un peu un cadre plus juridique à une obligation, il est aussi le lieu de négociation qui permettent aux salariés, aux individus, à leurs représentants, de pouvoir se dire qu'est-ce qui, nous, salariés, peut nous permettre d'être protégés en fonction de notre spécificité. Et je trouve même que l'ANI redonne du poids à l'organisation de ces espaces de solidarité, et il reprécise les places de chacun. Parce qu'une des banalisations de la complémentaire santé, ce n'est pas forcément l'ANI, c'est le fait que la mutuelle, mais les mutuelles, mais comme les autres opérateurs, les opérateurs sont devenus, par la prestation qu'ils font, des constructeurs du droit. C'est-à-dire que dans les complémentaires santé, ce n'était pas des objets de négociation, c'était les organismes qui proposent des garanties. Et donc, on est dans une surenchère et dans une concurrence de garanties. Alors que l'ANI veut faire recentrer cette protection sur qu'est-ce qui est véritablement utile pour nous, salariés d'une entreprise qui travaille dans le bâtiment, qui travaille dans le bancaire, qui travaille dans l'assurance, qui travaille dans le commerce, qui peut être utile à notre protection, et auprès de qui on va aller chercher effectivement des couvertures. Et là, les mutuelles peuvent justement être véritablement des lieux et des acteurs qui répondent à ces besoins, et pas simplement dans une logique commerciale, mais dans une logique de répondre à cette organisation
Désolée. Il y a un problème de son, là. Toi, tu peux rien faire. Bah, tu vas pas monter sur scène. Mais... Personne m'entend là, je vais recommencer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Maintenant, ah oui, c'est ça. Donc en fait, personne ne m'entendait. Donc je recommence. Je redisais qu'on allait passer au deuxième sujet. Mais avant ça, je faisais un commentaire sur ce que disait Dominique, sur les différents scénarios possibles d'évolution du sujet qu'on vient d'aborder. Peut-être pourra-t-on le reprendre dans la conclusion finale, parce que cette question de l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire est une question importante. Et puis plus généralement, que doit devenir l'assurance maladie? Question qu'on n'a pas beaucoup abordée lors de la dernière campagne présidentielle. Pour avancer, je vous propose de passer à la deuxième type de question, c'est-à-dire la question des services de soins et d'accompagnement mutualiste, comme on dit dans la mutualité. Est-ce que dans ce domaine, on a parlé de risque de banalisation sur la complémentaire santé, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de banalisation dans la mesure où les services sont opérés par d'autres acteurs non lucratifs, beaucoup d'associations, mais aussi par des acteurs lucratifs. On a vu une grande chaîne d'EHPAD apparaître, alors ce n'était pas au mieux de son image, à l'occasion de la crise du coronavirus, en tout cas de la première phase de confinement, mais on a vu à travers ça à quel point les groupes privés, et c'est vrai aussi en matière d'hospitalisation, ont du poids. Et puis, il ne faut pas oublier, notamment en matière d'hospitalisation, le poids du secteur public qui reste le plus important. Alors là, je vais redonner la parole à Dominique en premier, puisque, alors, et désolé de cette interruption du son, tant du côté de Gabi que du bien. Voilà. Dominique. Oui, mais, merci sur la question clairement posée. Est-ce qu'il y a un risque de banalisation, voire de disparition de la mutualité ou de l'offre de soins mutualistes dans les territoires? Alors, mais je pense qu'il y a, enfin, je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, c'est qu'il y a de tels trous, entre guillemets, dans la raquette en termes d'offres de soins que, bien entendu, on rencontre un certain nombre d'acteurs. Mais quand tu parlais des grands groupes qui se placent, par exemple, j'imagine que quand tu faisais référence aux EHPAD, je pense que c'est Korian, voilà, comme il y en a d'autres. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'ils agissent en reprise d'activité d'établissements existants. Au moins quand ces derniers sont, et là je suis sur le champ du vieillissement, quand ils sont sur des établissements, des EHPAD. Voilà, c'est qu'il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux de financement, des enjeux de maintien d'équilibre d'exploitation, des enjeux de paiement pour assurer la masse salariale. Et là-dessus, très sincèrement, hein, pour la mutualité et sans faire de forfanterie aucune, je crois qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. On n'a pas d'inquiétude à avoir pour plusieurs raisons.
La première, c'est que, comme le disait Gabi, et c'est important, dans le cadre des gestionnaires de l'offre de soins, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit de la petite enfance jusqu'à la maison médicalisée, hein, parce que c'est plus des maisons de retraite, mais des maisons médicalisées, y compris en passant par l'hospitalisation. Bon, alors elle qui connaît de gros problèmes parce qu'on ne nous aime pas le non lucratif dans le système hospitalier, il a quand même quelques difficultés. Il n'empêche, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Et ça, c'est un point important. On n'est pas financé par des fonds de pension américains ou anglais. Et nos financements, ou du moins notre équilibre, nos sources de financement, ils sont des financements mutualistes. Alors, bien sûr, suivant les métiers, pour les spécialistes qui sont là, et je sais que Pierre me reprendrait, Pierre Alixan, et je lui fais un petit clin d'œil si je raccourcis trop mes propos. Bien sûr, il y a du financement public puisqu'on a des budgets réglementés dans certains domaines, mais néanmoins, les supports, entre guillemets, ou ceux qui assurent le financement ou l'équilibre économique, c'est les activités elles-mêmes, et ce sont aussi des mutuelles, des complémentaires santé qui soutiennent l'offre de soins. Et ça, c'est avec le même principe, c'est pas d'actionnaire à rémunérer. Et donc ça, c'est une chance que je pense beaucoup pas nous envie, mais c'est vraiment un élément ou un point très important à souligner, c'est qu'on n'est pas sur le service, sur l'offre de soins. On est là pas pour rémunérer, soit pas pour faire du résultat des résultats pour rémunérer des actionnaires ou des fonds de pension, mais pour que ces résultats ils puissent venir soit être des leviers de revalorisation des métiers. Dieu sait si dans le domaine des métiers de service, et on est bien placé sur les SIAD, les SAD, les EHPAD, il y a vraiment un chemin à prendre qui est important, et puis pour répondre aux besoins. Aujourd'hui, l'offre de soins mutualistes, elle a deux axes. Le développement quand c'est nécessaire, mais surtout l'innovation. Et je pense que c'est sur ces éléments-là on n'est pas aujourd'hui complètement en risque de banalisation ou de disparition. Je vais prendre deux exemples. Et les exemples de la crise. Pendant la crise, excusez-moi, mais ça nous marque quand même cet épisode-là. Eh bien, les centres de santé, par exemple, les centres de santé généralistes, les centres dentaires, les centres pluridisciplinaires, mutualistes, ils se sont mis les élus, les directeurs, se sont mis en situation qu'ils ne ferment pas, sauf obligation administrative, mais qu'ils soient là en premier de cordée. Et on a pu noter que par rapport à la médecine ambulatoire libérale, c'est pas qu'on l'a cherché, parce qu'on peut le regretter, mais en tous les cas, on était ouvert alors que des cabinets médicaux libéraux étaient fermés. Voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'était dans la première phase. La deuxième phase, c'est un peu moins criant, et heureusement pour nos concitoyens, mais c'est quand même très important. Et là aussi, cette capacité-là, elle est connue, pas forcément reconnue. Alors, elle est reconnue par les élus locaux. Mais on pourra y revenir tout à l'heure. C'est d'ailleurs un vrai paradoxe. Localement, les députés, les sénateurs, les maires, tous reconnaissent la pertinence de l'offre de soins mutualistes. C'est un peu quand on vient à Paris, que là, il y a de la perte en ligne entre un territoire en province et puis l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, il y a un effet déperdition de mémoire sur lequel d'ailleurs il faudrait que l'on travaille un peu. Donc ça, c'était juste pour… non, ce n'est pas une plaisanterie, mais c'est une réalité. Et puis, deuxième sujet que je voulais mettre en exergue pour dire qu'on n'est pas du tout… on est à la base même de réformes ou de propositions. Là, on est quand même, et les pouvoirs publics accompagnent ces expérimentations-là, eh bien, sur l'expérimentation de soutien renforcé à domicile pour les personnes âgées, c'est-à-dire l'alternative, l'autre chez soi que l'EHPAD,
hyper médicalisés aujourd'hui, eh bien, on est dans une expérimentation. 23 groupements sont embarqués. C'est une expérimentation qui est reconnue dans le cadre de l'article 51, donc avec des financements publics. Et pourquoi on a été capable de réagir ou d'être dans cette proposition-là? C'est parce que ça fait des années que nous travaillons sur ces alternatives, comment se préparer à la société de la longévité. Je pourrais prendre le domaine du handicap, le domaine de la petite enfance, mais c'est vrai qu'au-delà de garder des enfants, par exemple, dans les crèches, eh bien, on s'intéresse aux horaires atypiques. Et là, je fais le lien avec ce que disait Gabi, c'est-à-dire que la connaissance de la réalité des horaires atypiques d'une usine ou d'une grande surface où les mamans ont des horaires complètement fous, premièrement à temps partiel, mais avec des contrats de 14 heures ou de 15 heures à 20 heures ou 21 heures, comment elles font pour trouver une crèche, une aide à domicile? Il n'y en a pas. Eh bien, on a des crèches avec des horaires atypiques ou des systèmes de garde à horaires atypiques. Et ça, c'est je dirais, c'est de l'innovation parce qu'on est proche. On a la connaissance de terrain, la connaissance des besoins de nos compatriotes français, de nos compatriotes, et on peut là apporter un certain nombre de réponses. Alors, je dois dire que les équilibres économiques ne sont pas évidents, mais c'est vrai qu'on peut aller un peu plus loin que ceux qui décident de consacrer 20% de leurs résultats à la rémunération des actionnaires. Voilà, j'insiste sur ce point-là parce que c'est pas neutre dans la pérennité, même si, bien sûr, c'est un peu compliqué de pouvoir équilibrer nos services. Et puis, c'est vrai qu'on a, par rapport à des grands groupes que tu citais, on a l'avantage. Et un des participants fait référence au livre de Charlotte Siné. Et je pense que c'est important parce qu'on a toujours été sur le spectre de la vie, à toutes les étapes de la vie, de la naissance jusqu'au grand âge. Et donc ça, c'est important en termes de crédibilité de nos services de soins et d'accompagnement mutualistes. C'est qu'on n'est pas on est des spécialistes par filière, mais nous pouvons mettre en synergie l'ensemble de nos filières. Ce que certains groupes que tu as cités ou d'autres, y compris peut-être l'hospitalisation publique, eh bien, la mise en filière entre l'hôpital public et un établissement de soins ou de réadaptation ou un établissement qui accueille des enfants handicapés, c'est pas si évident que ça. Je dis pas qu'on y arrive parfaitement, mais au moins ce décloisonnement de par notre vision sur toutes les étapes de la vie, nous donne quand même une capacité à répondre et à anticiper les besoins d'innovation. Merci Dominique pour cette réponse déjà très complète. Je te poserai bien la question de la capacité que la mutualité peut dégager comme investissement dans ce secteur, mais je vais tout de suite donner la parole à Gabi et répercuter, alors qu'il y a peut-être… Je ne dis pas que tu n'as pas un point de vue local, mais qui l'a rappelé tout à l'heure, Gabi a un point de vue très local. En plus, Harmonie avait longtemps fait de l'investissement dans les services de soins et d'accompagnement mutualiste, un élément important de sa stratégie, notamment dans l'Ouest, si je me souviens bien. Et donc, je vais répercuter en même temps la question d'Henri Noguès auprès de Gabi. Pourquoi les liens apparemment faibles des mutuelles engagées dans les SAM avec les associations du secteur social et médico-social? Pourquoi ces liens apparemment faibles, c'est ce que je comprends, avec les associations du secteur social et médico-social, Gabi, qui sont de la même famille d'une certaine façon? Oui, enfin… tu auras le droit de répondre aussi, Dominique. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, d'abord, que l'offre de services des mutuelles en matière sanitaire et sociale, en matière médico-sociale, est quand même très importante. Je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Dominique, que ce soit dans le domaine du soin, que ce soit dans le domaine du dentaire, de l'optique, de l'accompagnement des personnes âgées, du handicap. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'offres. Et que, pour être pragmatique un peu, dans l'utilité, parce que bien souvent, on nous reproche quelle utilité. Enfin, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, dans une réunion du territoire en Ille-et-Vilaine,
parfois des débats un peu compliqués pour savoir l'utilité. Il dit, regardons très concrètement. Entre une opération qui se réalise dans une clinique privée à but lucratif et la même opération dans le domaine de la chirurgie du genou, voilà. La même opération qui se pratique dans la clinique mutualiste, il n'y a pas photo. Il y en a une qui fait des dépassements d'honoraires, il y en a qui ne le font pas. Donc, je veux dire qu'il y a de l'utilité. Parfois, il ne faut pas forcément recourir à beaucoup de théories pour regarder l'utilité. L'utilité, c'est aussi répondre aux besoins très concrets des individus. Et je pense que le mutualisme répond à des besoins que ni l'État, trop centralisé, et beaucoup trop centralisé aujourd'hui, mais ni l'État, ni le marché, qui ne voit dans l'individu que comme un consommateur potentiel. Je ne le crédite pas, il y a de la place pour tout le monde, et l'individu est potentiellement un consommateur. Mais il y a aussi une place pour un acteur comme le mutualisme pour répondre à des situations que ni le marché ni l'État ne peuvent prendre en compte. Et je crois que l'utilité et la non-banalisation du secteur de l'offre de services du mutualisme, elle doit se glisser dans ce créneau. Alors après, les liens, moi je pense que, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Il y a des liens qui existent, il y a des partenaires qui existent avec d'autres acteurs. Bon, alors, je ne suis pas représentant, enfin, je parle pas au nom d'Harmonie aujourd'hui, mais Harmonie a aussi eu un certain nombre d'acteurs avec des fondations, avec des opérateurs autres. Je pense notamment à ce qu'on appelle dans l'Ouest Hospitalisation Grand Ouest, qui est un organisme dans lequel, bien sûr, la mutualité est très importante, mais qui travaille aussi avec d'autres opérateurs comme d'autres mutuelles, et qui ont aussi tissé des liens avec des offres de soins, des offreurs de soins qui étaient associatifs ou congrégations religieuses ou autres, qui ont permis de donner une réponse autre que celle des investisseurs comme un certain nombre de groupes privés, Vivalto ou autres, qui viennent sur ce secteur-là. Je ne dis pas que Vivalto n'a pas sa place. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Je dis simplement que les citoyens, aujourd'hui, a besoin aussi d'être entendus par des acteurs pour répondre à des questions de lutte contre les inégalités sociales, d'accès aux soins à tous. Et la mutualité, avec ses offres de services, peut être cet acteur-là. Ce qui veut dire aussi que l'on peut travailler avec d'autres dans des coopérations très intéressantes. Dans certains secteurs, par exemple, en Bretagne, il y a des coopérations avec l'hôpital public, il y a des coopérations avec des cliniques sur des champs très précis de spécialités qui font que, effectivement, en même temps qu'elle répond à des services utiles pour les citoyens, les offres de services que propose la mutuelle, elle sert aussi de régulation du système dans son ensemble. Et donc ça, je trouve que c'est quand même un moyen de préserver ce secteur et de ne pas être banalisé, à condition, bien sûr, de se positionner comme un acteur particulier et à part. Je vais passer… attends, oui, c'est bon, j'ai bien remis mon micro. Toute nouvelle technique existe des apprentissages et nous apprenons en le faisant. Ça aurait au moins été un avantage de cette crise du Covid que de nous apprendre à fonctionner à distance comme ça, même si rien ne remplace le contact de proximité. C'est quand même très agréable de pouvoir quand même communiquer malgré les circonstances. Donc, et merci à tous ceux qui suivent ce débat qui est passionnant. Alors, il y a pas mal de questions et je vais les regrouper. Je vais regrouper les deux dernières questions que je voulais poser parce que sinon on n'aura pas le temps de poser la question finale.
et qui permettra, je pense, de reprendre aussi des questions plus fondamentales et plus politiques. Parce que je vois, il y a une question d'Amandine Esquerich autour de la concurrence, on en a déjà parlé, mais aussi des normes comme les normes solvabilité 2. Il y a aussi, je l'évoquais à propos de ce que disait Dominique, on est dans des journées de l'économie, donc on parle des normes, on va parler aussi d'une capacité d'investissement, c'est-à-dire est-ce que la mutualité peut être porteur d'une capacité d'investissement, alors évidemment non lucratif, mais avec des potentiels qui sont supérieurs, enfin, je parle d'expérience, à ce que peuvent faire des associations, parce que c'est le métier des mutuelles justement qu'ouvrir, et puis de voir si sur le terrain de la couverture des risques, il y a peut-être des innovations à faire, au-delà d'une couverture strictement assurantielle, comme le dit la solvabilité 2, sur la façon d'investir aussi, est-ce qu'il y a des innovations à faire, et peut-être d'innover dans des domaines, alors dans d'autres domaines de la protection sociale. Historiquement, la mutualité n'était pas uniquement sur la santé en matière de couverture des risques, elle était aussi, elle a été sur la retraite, maintenant elle l'est encore un peu, elle pourrait l'être, il y a eu des projets sur la dépendance, sur le 5e risque, bon, ça je parle de la couverture des risques, il y a aussi la capacité d'offrir des services dans ce domaine, et puis peut-être dans d'autres domaines de la protection sociale. Je me souviens qu'au Congrès de Bayonne, il y a longtemps, pour ceux qui sont les plus anciens dans la mutualité, le Congrès de Bayonne avait abordé tous les sujets de la protection sociale, y compris les prestations familiales et je crois le chômage. Et puis peut-être aussi dans d'autres domaines de la protection sociale. Aujourd'hui, on voit l'importance de l'économie numérique et notamment de la gestion des données, prolongeant un peu non pas l'utopie proudhonienne, parce que Proudhon n'était pas vraiment un utopiste, mais les intuitions proudhoniennes, ça m'est arrivé d'écrire que les données étaient des communs qui étaient aujourd'hui expropriés par les GAFA, et que peut-être justement il faudrait imaginer d'autres formes de gestion de ces données. Donc est-ce que sur ces différentes, alors j'élargis le domaine par rapport à la santé, à l'offre de services et de soins, sur ces différents domaines du social et d'autres choses aussi, est-ce qu'il y a justement quel peut être l'avenir de la mutualité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je vais inverser l'ordre de passage, si tu ne m'en voudras pas Dominique, je vais donner d'abord la parole à Gabi. Voilà. En revanche, Gabi, il faut que tu mettes ton micro si tu veux prendre la parole. Pardon. Donc oui, sur cette question de l'élargissement du champ des mutuelles, l'élargissement du champ de la santé, l'élargissement du champ même de la protection sociale. D'abord, il y a une donnée qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, la protection des individus ne sortira pas uniquement n'est pas uniquement du ressort assurantiel. Le système de protection sociale a aussi aujourd'hui besoin de répondre à des questions et à des situations qui ne ressortent pas de l'assurance, mais de l'accompagnement. Par exemple, le fait qu'on soit dans une période où on a les progrès de santé ont permis de traiter un certain nombre de pathologies et que on a un développement des maladies chroniques, on vit avec des maladies chroniques et on a besoin d'accompagnement parce la santé, c'est le bien-être. Donc, on a besoin d'accompagner. Et donc, ça, c'est effectivement des choses à prendre en charge qui ne ressortent pas forcément de la logique assurantielle. C'est une logique de protection sociale qui élargit bien au-delà de l'assurance. Mais il y a aussi, effectivement, il me semble que cette approche que tu décris, Daniel, sur un élargissement des questions du champ de la protection sociale tel qu'il s'est développé dans la sécurité sociale, est un élément important si on veut que notre approche soit une approche de l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'un individu, c'est sa santé, mais sa santé, c'est pas simplement de ne pas être malade, c'est son bien-être. Donc, c'est travailler aussi sur les questions liées à tout ce qui concernera les déterminants de santé et l'environnement dans lequel l'individu vit, le travail, le logement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, les mutuelles ont des champs nouveaux sur lesquels il est possible de mutualiser. Et il faut se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui peut être mutualisé aujourd'hui dans des champs comme le logement, dans des champs comme les conditions de travail qui permet
aux individus d'être en meilleure santé et de pouvoir améliorer leur bien-être. Et de ce point de vue-là, on a des expériences. Le logement, par exemple, en Loire-Atlantique, est une question qui a été longtemps, depuis longtemps, la mutualité est un acteur du logement social en Loire-Atlantique. Et aujourd'hui, Harmonie a aussi développé des partenariats dans le groupe Vive, dans le cadre du groupe Vive, avec Arcade, qui est aussi un acteur du logement social. Il y a un lien entre logement social, entre logement et santé, comme il y a un lien entre travail et santé, comme il y a un lien entre environnement et santé. Donc, ces questions-là qui touchent à l'environnement, qui touchent au logement, qui touchent au travail, qui touchent au chômage, qui touchent à l'accompagnement des individus, sont des champs sur lesquels il y a du potentiel à mutualiser pour pouvoir faire en sorte que tous puissent accéder à des accompagnements ou à des couvertures qui leur permettent d'améliorer leur bien-être. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Sur le dernier point, je pense que sur la question des données, c'est une question qui me semble importante parce que les données sont une question sensible et aujourd'hui, devant la méfiance, le climat de méfiance en direction de tout le monde, les individus, les citoyens ont besoin d'avoir de la confiance dans la gestion de leurs données. Et de ce point de vue-là, le mutualisme peut être un tiers de confiance qui assure un certain nombre de garanties, confidentialité, sécurité, de façon à ce que les données ne se baladent pas de partout, ne soient pas utilisées pour des démarches commerciales, etc. Et le fait d'être là encore un acteur du non lucratif est une garantie pour assurer. Alors, ça ne veut pas dire que statut est vertu, hein. Je ne suis pas là-dedans. Mais ceci étant, le fait que nous ne soyons pas, que les mutuelles ne soient pas soit des acteurs du non lucratif, donne des garanties pour assurer une certaine sécurité et créer un lien de confiance avec leurs adhérents et faire du mutualisme un tiers de confiance. Merci, c'est bon, oui, j'ai le micro. Dominique, sur la même question, et sans vouloir être désagréable, ce que vient de dire Gabi, que je partage et que je crois que tu partages aussi, c'est-à-dire d'essayer de se positionner sur l'accompagnement des mutualistes dans une vision globale de la personne, enfin, y compris pour des raisons philosophiques, ce sont des mots qui me parlent. Cette logique-là, c'est un peu celle qu'on avait essayé de promouvoir avec le parcours de santé mutualiste au congrès de Lyon, tant que je m'en souvienne. Ça m'est arrivé de parler d'échec du parcours de santé mutualiste, peut-être que le terme est fort, j'en sais rien. En tout cas, par rapport au projet qu'on pouvait en avoir, moi je considère que ça n'a pas abouti. Est-ce qu'effectivement, alors on peut poser la question de façon différente. Est-ce que finalement les mutuelles peuvent vraiment faire ça parce qu'elles sont en situation de concurrence, y compris entre elles, ou poser l'autre question autrement en disant est-ce qu'on a tiré les conséquences de ce qu'on n'a pas réussi cette fois-là pour essayer de réussir la prochaine fois, et donc dans une logique effectivement d'accompagnement et de mutualiser ces questions-là. On voit bien que dans tous les problèmes qui remontent aujourd'hui, cette question de l'accompagnement des personnes tout au long de leur vie, tu en parlais tout à l'heure à propos des réalisations sanitaires et sociales, est une question importante. Voilà, donc à toi la parole sur cette question un peu critique de notre histoire commune. Oui, j'ai mis mon micro. Oui, non, mais tu as raison d'être critique. Et puis en plus, tu remontes loin, le congrès de Bayonne, le congrès de Lyon, et je me rends compte que j'y étais, donc je peux peut-être, c'est vrai que ça c'est pas un signe de jeunesse, je peux peut-être aussi voir quelles ont été les évolutions. Certains le disent dans le chat, mais je pense que… Comment tu dis ? Je dis l'histoire mutualiste est une histoire longue et certains le disent dans le chat d'ailleurs. Oui, l'histoire mutualiste est une histoire longue. Dans l'histoire mutualiste, il y a des échecs et néanmoins, dans l'histoire mutualiste, ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est un petit peu des cycles et du retour en fait à nos valeurs. Alors, je ne vais pas débattre, enfin, je ne vais pas haranguer les valeurs, mais c'est vrai que ce qui était…
je reviendrai aux questions, hein, mais on se rend compte aujourd'hui, et dans ce que disait Gabi, auquel moi j'adhère complètement, eh bien, on y retrouve un peu les sources du mutualisme et de la mutualité, c'est-à-dire des besoins d'accompagnement, des besoins de service, parce que nos concitoyens, à un moment donné, dans un territoire donné, dans un contexte donné, ils n'ont pas forcément besoin d'assurance. Ils ont besoin de services, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'humain. Voilà. Et je crois que la mutualité, elle est, et aujourd'hui, on reconnaît, enfin, on se retrouve avec, c'est pas une situation du tout paradoxale, mais où tout ce qui était un peu économie circulaire, la création de boulangeries mutualistes, les gouttes de lait, eh bien, on est en train de les réinventer avec des nouveaux mots. Les nouvelles générations le réinventent avec des nouveaux mots, mais ce qui me fait dire que la mutualité ou le mutualisme n'a jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un petit peu pour ma note que j'aurais pu garder pour la conclusion, mais je tenais à le dire, en écho à ce que dit Gabi et à ce que tu disais aussi. Alors, oui, en mutualité, on a pu faire des erreurs. Le parcours de santé mutualiste, le fameux bison futé, moi je l'appelais comme ça, le bison futé mutualiste pour s'orienter dans le système de soins, trouver le bon soin sans dépassement d'honoraires, le bon médecin, c'était l'idée de PSM. Peut-être que, je dirais, on a tiré premièrement les leçons de cet échec. C'est peut-être que avant de décider de mettre en place un service, eh bien, il faut créer les conditions pour, premièrement, pédagogiquement, que tout le monde soit d'accord sur le nouveau besoin. Deuxièmement, trouver les voies et moyens pour mutualiser et surtout pour apporter une réponse mutualisée. Alors ça, je réponds avec ma casquette de secrétaire générale de la fédération, mais en laissant de la liberté au groupement. Voilà. Je pense que parfois, on a pu, et je suis très critique envers moi-même et envers nous-mêmes, trop décider à Paris, dire ça va marcher, et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait la réalité. Par contre, quand on part du terrain, des demandes, de la réalité, et je vais revenir sur les questions que tu posais, eh bien là, les gages de réussite, ils sont pratiquement au rendez-vous. Tu parlais des capacités d'investissement. Eh bien, sur les capacités d'investissement, on a eu pas mal de débats avec les militants, avec les responsables mutualistes, et l'idée a germé d'un fonds mutualiste d'investissement. Eh bien, il est réussi. Ça y est. Débat au dernier congrès et on vient de créer et avec des apports, hein, donc c'est les mutuelles qui investissent dans ce fonds mutuel impact, eh bien plus de 50 millions d'euros aujourd'hui pour aller soutenir, alors c'est premièrement un levier de placement, donc d'investissement, mais aussi pour accompagner des projets portés par des entreprises, des startups, des associations, tout type, peut-être même par des mutuelles, un petit peu ayant pour ambition je dirais, de l'impact social, l'impact environnemental, et tout ça pour répondre aux nouveaux enjeux, par exemple, du numérique, mais pas dans un cadre complètement débridé, mais avec du sens. Qu'est-ce que ça apporte à nos concitoyens, à nos adhérents, et qu'est-ce que ça a comme sens en termes de préservation de l'environnement et de préservation, par exemple, du savoir-faire français, je le prends comme ça. Voilà, ça c'est réalisé, ça y est, il est lancé. Donc, on est en capacité de fédérer, de mutualiser dans des leviers d'innovation. Tu parlais des données, et Gabi en parlait aussi sur le tiers de confiance. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie qui met en place son Health Data Hub, c'est-à-dire cette usine à données. Et on a ensemble, tous les groupements, on a partagé le risque de ce Health Data Hub, assurance maladie obligatoire. On s'est interrogé, bon, ok, les données de nos adhérents, de nos assurés sociaux adhérents vont être routées vers ce Health Data Hub, mais un petit peu en amont, ne pourrait-il pas y avoir un peu le même principe, un entrepôt de données mutualistes dans lequel les mutuelles viennent déposer leurs données, et là on serait le tiers de confiance. Elles déposeraient leurs données pour qu'elles soient agrégées
pour venir alimenter l'entrepôt de l'assurance maladie obligatoire ou des pouvoirs publics, mais sous forme, en garantissant l'anonymat et en permettant à ces mutuelles d'en tirer des analyses, des extractions qui leur permettraient à elles de suivre leurs risques, d'analyser leurs risques. Ce qui fait qu'on gagne là, et c'est lancé, ça y est, c'est parti. On aura deux leviers. Premièrement, celui encore plus renforcé pour la fédération de pouvoir réagir rapidement à des propositions de réforme dans le cadre de l'assurance maladie. Alors là, on n'est plus assurance maladie, mais on peut aller sur la retraite et la prévoyance, de lancer une proposition et de mesurer presque en 2-3 jours les effets sur les mutuelles. Ça, c'est aussi notre capacité, hein, quand on est capable de dire, par exemple, comme le contrat senior, attention, ça va réduire la protection des personnes âgées. On l'a dit, hein, on a été capable de réagir en 48 heures. Voilà. Et donc, cette notion, oui, on peut faire ensemble. Mais on a changé de méthode. Voilà, il faut interroger et associer des groupements. Et avec de la pédagogie, puis aussi en se fixant quels sont les enjeux à relever. On a les mêmes enjeux. Est-ce qu'on est plus fort en mutualisant ou pas, mais en respectant les groupements et en leur permettant aussi d'avoir un retour sur ce qu'elles, je dirais, mettent en commun. Oui, cette recherche du commun, il y en a de plus en plus. Alors, tu parlais de métiers. Dans la dépendance, par exemple, grand âge, assurance dépendance, je n'ai pas le temps de développer, mais on s'est quand même tous mis d'accord en mutualité, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, hein, pour proposer, au-delà d'un socle de financement socialisé national le plus large possible, la possibilité de proposer une assurance dépendance complémentaire généralisée. Voilà, accessible. Parce que quand on mutualise, eh bien, on diminue le coût de cotisation et répondant au fait que même si les pouvoirs publics ne veulent pas en entendre parler, aujourd'hui, on est en attente quand même des leviers financiers pour financer les enjeux de la dépendance. Donc, voilà, c'est un exemple, assurance dépendance complémentaire généralisée. On a aussi d'autres projets, mais je pense que sur l'épargne, sur la retraite, on n'a pas abandonné nos ambitions de 94, puisque tu citais 1994 Bayonne, au Pays Basque, Daniel. Non, on n'a pas abandonné. En mutualité, il y a des mutuelles retraite, des mutuelles prévoyance, des petites, des grosses. Et nous, elles sont autour de la table, elles voient tout en ayant chacune leur champ, comment on peut avancer. C'est comme ça quand même qu'on a pu contribuer dans le cadre du projet de réforme de la retraite, qu'on a fait une déclaration. Enfin voilà, on a pu contribuer en respectant, en étant vigilant sur des périmètres des uns et des autres. Donc oui, et je crois que dans ce que tu disais, parce que en préparant cet échange, je me le suis dit, moi je ne peux pas laisser dire qu'on a oublié, qu'on a perdu nos ambitions. Au contraire, on ne les a pas oubliées, nos ambitions, on les fait vivre, on les remet sur le devant de la scène et nos ambitions, elles sont, je dirais, légitimes. Hein. Il n'y a qu'à croire, enfin, il n'y a qu'à se référer aux propositions qu'on a faites, et ça, c'est une vraie ambition, dans le cadre du Ségur de la santé, mais bien en amont, pour réformer le système de soins. Eh bien, nous, on est porteuses d'ambition sur les parcours, sur les modalités d'exercice, par exemple. Et puis, mais ça a été dit dans le chat d'ailleurs, hein, mais bon, il faut reconnaître quand même qu'on se heurte à la résistance des acteurs. La difficulté qu'on a à mettre en place, à généraliser le tiers payant, la levée de boucliers quand on a, dans le cadre du Ségur, je le disais, on a proposé de favoriser l'exercice regroupé de la médecine. Eh bien là, qu'est-ce qu'on n'a pas eu dit? On s'en est pris plein la tête. Et comme le refus opposé par les opticiens de transmettre des éléments pour permettre le contrôle des facturations. Ce ne sont que quelques exemples. Mais l'ambition, on l'a. Par contre, on se heurte à des acteurs qui, premièrement, ne souhaitent pas, ne veulent pas nous faire confiance.
Alors là, la liste est longue. Des acteurs qui veulent nous réduire ou nous réduire à la seule assurance complémentaire santé. Et ça, c'est, je dirais, c'est vraiment inscrit dans le logiciel des décideurs, dans le logiciel des journalistes, dans le logiciel, à force on arrive à l'inscrire dans le logiciel des Français, c'est un peu dommage, alors même qu'on n'a jamais été, comme le disait Gabi, aussi présent sur, par exemple, l'éducation thérapeutique, sur toutes les évolutions en termes de prévention telles qu'on les porte. Et pour terminer, on n'a pas envie d'être le seul et unique acteur. On n'a pas, notre ambition, c'est pas de remplacer l'assurance maladie obligatoire. Je l'ai dit, nous sommes des militants d'une assurance maladie obligatoire forte, solidaire. Je crois que Gabi l'a dit aussi. Et par contre, on veut être des partenaires, pas uniquement des financeurs et des payeurs aveugles. On veut être des partenaires. Et en termes de partenariat, eh bien, c'est avec tous les autres acteurs. Moi, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, vu les enjeux à relever. Avec les associations, par exemple, puisqu'Henri posait cette question, a-t-on des relations avec les associations? Oui, dans le cadre des personnes âgées, notre expérimentation à domicile, de l'accueil renforcé à domicile, nous avons présenté un dossier où nous sommes en partenariat avec la Croix-Rouge. Nous pouvons aussi, dans d'autres domaines, être en partenariat avec la FEAP. Nous favorisons et nous travaillons, et d'ailleurs on a même fait évoluer les statuts des unions territoriales pour permettre l'intégration d'associations, de fondations. Donc voilà, il y a de la place, la complémentarité, elle est évidente. Alors pas avec n'importe quels acteurs. Il faut quand même qu'ils aient les mêmes valeurs, le même sens que ce qui est porté par les mutuelles et la mutualité. Mais voilà, on peut trouver ces terrains, d'accord, mais tout ça parce que le seul objectif, c'est la réponse à un besoin. Et que malheureusement, la force publique, entre guillemets, il nous semble qu'elle ne pourra pas apporter des réponses à tout. Merci. On va être obligé de terminer cette trop courte table ronde. Il y a pas mal de questions. Alors, on n'est pas très très nombreux, mais il y a pas mal de questions qu'on ne pourra pas forcément reprendre. En fait, certaines qui, donc Valérie Hérault, François Collat ou Abdou Mohamed, que je salue les uns et les autres, insistent sur les contraintes, les normes, etc. Bon, mais on les a déjà abordées. J'ai quand même une bonne nouvelle, y compris sur la complémentaire santé, c'est que les résultats du sondage sont quand même très positifs, puisque 71% font la différence entre les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui sont quand même des institutions proches, et 82% entre les mutuelles et les assurances. Donc ça veut dire que, au moins dans le groupe que nous représentons, le risque de banalisation n'est pas aussi évident que ce que je pouvais craindre, ou en tout cas que ce que certains craignaient. Je voudrais, pour terminer, et d'ailleurs, ça fait écho à des questions de Jacques Ravaillot et d'Henri Noguès que je citais tout à l'heure autour de la notion de bénévolat, et donc derrière le bénévolat, d'engagement mutualiste. Question, je vais commencer par Gabi, comme ça, donc Dominique pourra conclure avant que je ne ferme la discussion. C'est autour de cette question-là, la mutualité, enfin, le mouvement, hein. C'est un mouvement social, c'est un peu cette question-là, Gabi l'a dit tout à l'heure et tu l'as dit aussi, Dominique, et à ce titre-là, la mutualité est une des parties prenantes importantes du pacte de pouvoir de vivre qui a été lancé par un certain nombre d'acteurs, dont Laurent Berger et Nicolas Hulot, mais d'autres aussi, et je sais que Thierry participe très activement à cette action. Donc, je voudrais que vous vous disiez l'un et l'autre, et presque un peu à titre personnel aussi, la signification que ça a pour vous de participer à ce mouvement du pacte de pouvoir de vivre, dont on se souvient qu'il visait à réconcilier la fin du mois et la fin du monde.
les préoccupations de la fin du mois et de la fin du monde, et puis aussi d'intégrer, on les a un peu évoquées, mais pas beaucoup, les préoccupations écologiques et les préoccupations sociales, avec l'idée qu'on ne réglera pas le problème environnemental sans régler aussi les questions sociales, et j'allais dire réciproquement. Alors Gabi, on n'a plus tout à fait autant de temps que ce que j'avais prévu, donc tu as 2-3 minutes, et puis Dominique conclura sur 2-3 minutes. On va dépasser un tout petit peu, mais je crois que je parle sous le contrôle d'Anne, je pense qu'on a le droit, mais pas au-delà de 3-4 minutes. Donc vous avez moins de temps que ce qui était prévu. À toi Gabi, et ensuite Dominique. Merci, oui, très, très rapidement, je pense qu'effectivement la mutualité, enfin le mutualisme, c'est un mouvement social. Et on vit aujourd'hui une crise quand même importante à partir de Covid, mais ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise sociale, c'est une crise économique, c'est une crise environnementale, c'est une crise sociétale, où on a besoin, je pense, je n'engage que moi, mais d'organisations qui nous réconcilient avec l'action et avec l'action concrète et une vision de long terme. Et le pacte, la spécificité du pacte du pouvoir de vivre repose sur le fait que ce sont des organisations de l'action qui agissent dans des terrains différents, mais complémentaires, qui se sont rassemblées pour décupler leurs énergies et faire en sorte que leur action commune sur un certain nombre de terrains donne des visions à long terme. Et je trouve que on a besoin de ça. On a besoin de réhabiliter quelque part le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire pas partisan, mais au sens où c'est le fait de s'intéresser, de s'investir dans la vie de la cité, et le fait que des gens, des associations, des organisations, des mutuelles qui agissent très concrètement se regroupent et donnent un peu de sens à ce que l'on veut faire en matière de lutte contre les inégalités, pour une société plus juste, mais qui dépasse simplement les débats théoriques, mais qui s'incarne dans une pratique, est de nature à renouveler une confiance des citoyens avec une façon de transformer le monde, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de ça. Et donc, dans ce domaine, que la mutualité soit un acteur important de ce pacte, en tant qu'acteur de la société civile, me paraît totalement déterminant pour justement allier action quotidienne et transformation et penser la transformation des choses. Merci Gabi. Dominique, c'est toi qui auras la voix de la fin. Et donc, sur cette question de la mutualité face aux défis sociaux du moment, en fait. Et quand on parle de mouvement social, c'est bien ça qu'on veut dire. À toi, Dominique. Oui, c'est les défis sociaux du moment, mais c'est des défis où on constate qui part quand même du rassemblement de ce qu'on avait appelé les places de la République au moment des attentats. Il y a quelques années, de tous les attentats et puis de ce constat partagé par au départ 16 associations, syndicats, mutualités d'une société qui était en pleine fracturation. Et les fractures, elles sont économiques, sociales, territoriales, et que donc il y avait besoin de retrouver les moyens un peu de mettre du lien entre tous ces acteurs. Et puis deuxième, et ça c'est Gabi l'a dit, c'est la volonté d'avoir une approche de ne pas saucissonner, je vais prendre ce mot-là, les sujets. L'environnement, c'est lié, on l'a vu, la crise des gilets jaunes, on veut proposer quelque chose qui va dans le bon sens pour la réduction des effets de serre, mais on n'a pas vu que économiquement et socialement, on allumait le feu auprès de ceux qui vont trouver cette approche écologique ou environnementale trop pénalisante et pas supportable. Donc, c'est de rendre compatibles toutes ces composantes. Et moi, je terminerai parce que la mutualité a toujours été un mouvement, donc pas de doute sur le fait de s'engager au moment des places de la République, de poursuivre avec le pacte du pouvoir de vivre. Et c'est vrai que c'est important les mots, pacte du pouvoir de vivre. Et pour l'ensemble des citoyens. Donc ça, c'est aujourd'hui 60 organisations. On est parti à 16, on est aujourd'hui 60. C'est quand même important. Avec deux objectifs. Le premier, c'est de faire entendre, parce que là, on a des fois affaire à quelques sourds, et il y en a beaucoup, des sourds.
au niveau des décideurs. Le gouvernement actuel, les gouvernements passés, ils n'ont pas été mieux. Je me permets de le dire aussi. Excusez-moi un peu ce dérapage, mais je suis une militante, donc je me permets de le dire. Et d'organiser le poids de la parole et des propositions de la société civile. Parce qu'il y a un vrai manque de portage de la voix de la société civile. Même si je suis au CESE, je peux vous dire le CESE a besoin du pacte du pouvoir de vivre. Parce que voilà, plus on est regroupé, plus la société civile parle ensemble et est regroupée, c'est important. Et je terminerai, le pacte du pouvoir de vivre, et c'est la raison pour laquelle on s'y est engagé, c'est un peu pour faire système de la société civile, de la démocratie et de la solidarité, en fait, avec un seul but, c'est de faire société. Et société avec toutes ses différences et composantes. Voilà pourquoi c'est naturel que la mutualité se soit engagée dans le pacte du pouvoir de vivre. Merci Dominique. La mutualité pour faire société, c'est une bonne façon de conclure notre table ronde. Je vais juste vous remercier l'un et l'autre, l'une et l'autre, pour cet échange à la fois amical, fraternel. Et remercier aussi les participants à cet échange. On a essayé d'être le plus interactif possible avec les contraintes de l'outil qu'on commence à bien maîtriser, mais ça vient. Voilà, donc merci à tous les deux et à tous, comme on dit en mutualité, amitié mutualiste. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Voilà, et je vais laisser Anne fermer parce que je ne suis pas sûr de savoir le faire moi-même. Et c'est l'occasion de la remercier parce que c'est elle qui est derrière et qui nous permet d'avoir ce débat. Merci beaucoup, c'était passionnant. Bonne soirée. Je clôt. Bonne soirée. Bonne soirée.